6isti.edu.sn. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. 90.3. L'air du temps reçoit ce dimanche 15 novembre 2020 de 10h à 11h Gilles Yabi, président de Wati, et Djibril Diop, expert en décentralisation. Avec Alassane Samba Diop, les échanges vont porter sur les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal, les migrations clandestines et l'héritage de Jerry Rawlings. L'air du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur iRadio avec Alassane Samba Diop. 15 novembre 2020, merci d'être à l'écoute de l'air du temps. Vous le savez, cette semaine, l'actualité a été forte au Sénégal concernant justement les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. Beaucoup de choses ont été dites, ont été aussi écrites par rapport à cela. L'Union européenne a sorti un communiqué pour préciser que le protocole qui est lié au Sénégal garantit un cadre légal, transparent, assorti de contreparties gagnant-gagnant. Il participe, ce protocole, à une meilleure gouvernance des océans et la protection du secteur des pêches et des emplois qui en dépendent. Ajoute le document qui précise que les quotas de pêche alloués par le Sénégal aux bateaux européens correspondent à une ressource non ciblée par les pêcheurs sénégalais et disponible en quantité suffisante, en adéquation avec les principes d'une pêche durable et responsable. Ces quotas, dit le communiqué, sont exclusivement destinés à des espèces bien déterminées, le thon et le merlu noir, et ne font pas l'objet de licences de pêche qui pourraient interférer avec la pêche artisanale sénégalaise, assure l'Union européenne. Voilà le communiqué, la quintessence du communiqué de l'Union européenne par rapport à tout ce débat qui se fait ici au Sénégal. Certains estiment que si aujourd'hui les jeunes prennent la mer, c'est justement parce qu'ils n'ont plus de poissons dans les eaux sénégalaises, c'est ce qui pousse les pêcheurs à partir. D'autres demandent cette information en disant que ce n'est pas lié à cette pêche qui est faite au Sénégal. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir des analystes de cette situation. Gilles Yabi, qui gère un think tank ouest-africain, on le connaît, on ne le présente pas aux Sénégalais, pour voir un peu les accords de pêche qui lient nos pays et à d'autres pays européens, comment les analyser, et Djibril Diop qui espère en décentralisation. Gilles Yabi, quelle lecture faites-vous de ces accords de pêche et surtout cette polémique autour? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour chez Alassane de nous accueillir. Bonjour M. Diop d'être avec nous. Alors, je dois commencer par dire que c'est un sujet assez technique, celui des accords de pêche. Et évidemment, je ne suis pas un spécialiste de la pêche et de ce secteur-là, et encore moins des licences de pêche et des conditions de leur attribution. Après, j'anime un think tank citoyen et j'estime que sur toutes ces questions, notamment qui sont relatives aux ressources naturelles de nos pays, il est important justement d'avoir de la transparence et d'avoir aussi de plus en plus de personnes qui comprennent les enjeux, même si on ne comprend pas nécessairement tous les détails, mais au moins qu'on saisisse les grands enjeux. Il y a une grande polémique effectivement sur ces accords. Alors, c'est pas le premier, il y a déjà eu un accord sur 2014-2019. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'Union européenne a d'ailleurs des accords similaires avec beaucoup d'autres pays, un accord avec le Maroc, par exemple, aussi. Donc, je crois qu'il faut déjà dépassionner un peu le débat et faire attention à ne pas établir des liens automatiques, par exemple, avec la question des migrations irrégulières qui tue malheureusement énormément de personnes et de Sénégalais en particulier en ce moment. Je crois qu'il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure un lien, mais ça veut dire à nouveau qu'il faut examiner les questions un peu dans leur profondeur. Je crois que le communiqué de l'Union européenne a été assez clair, notamment en précisant qu'il s'agit de deux espèces particulière de poissons, le thon et le merlu noir, et qui avait une prise en compte d'un certain nombre d'éléments, notamment de préservation de la ressource halieutique. Pour moi, ce qui me semble être intéressant de souligner quand on a ce type d'accord, c'est que vous avez un bloc, l'Union européenne, et de l'autre côté, vous avez un pays.
Et lorsque vous avez un bloc comme l'Union européenne, qui est en plus, je crois, au Sénégal, le premier partenaire au développement du pays, ça veut dire que vous avez des relations multiformes avec l'Union européenne dans tous les secteurs. Donc, vous ne pouvez pas isoler votre discussion dans un secteur donné de l'ensemble du cadre de votre coopération. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas totalement libre. Vous ne discutez pas de la même manière avec un acteur comme l'Union européenne, comme bloc, qui est par ailleurs un partenaire important au développement, qu'avec des privés, par exemple, ou avec même un seul État européen. Donc c'est vrai que déjà, ça crée un déséquilibre dans le rapport de force dans la négociation. Je pense que le fait que l'Union européenne soit en même temps, et on le voit comme que l'Union européenne, dans le protocole d'accord, vous avez aussi du soutien européen, donc à la pêche artisanale, etc. Donc beaucoup d'autres projets de développement dans le même secteur. Alors qu'à un moment donné, il y a un conflit évidemment d'intérêts entre les tonniers européens qui vont venir pêcher du poisson et le développement de la pêche artisanale et industrielle au Sénégal. Donc pour moi, la vraie question, c'est pas tellement de discuter chaque fois de ce type de protocole, de dénoncer l'exploitation de nos ressources. La vraie question, c'est au fond, sur la durée, sur 10, sur 15, sur 20 ans, au Sénégal par exemple, quels ont été les progrès dans le secteur de la pêche, dans le secteur de la pêche artisanale, et quels ont été les moyens pour développer aussi de la pêche industrielle, ce qui demande énormément de moyens, demande beaucoup de capacités techniques. C'est pas seulement de l'argent. C'est des secteurs très intensifs en connaissances, en savoir-faire. Et ça prend du temps à être développé, mais ça doit être développé. Donc si on le développe pas, évidemment, on sera toujours dans le même type de négociation où ceux qui ont des moyens, ceux qui ont la formation, ceux qui font ça depuis des décennies, évidemment, vont toujours être capables de tirer leur épingle du jeu beaucoup plus que nos pays. Oui. Jules vient de l'évoquer, c'est le rapport de force dans les négociations entre nos pays et des blocs comme l'Union européenne, entre autres. Est-ce que ces genres d'accords doivent être négociés dans le cadre de la CEDEAO ou dans le cadre aujourd'hui de l'Union africaine, qui pourrait peut-être faire face à l'expertise de l'Union européenne? Souvent, il y a des faiblesses aux côtés de nos pays parce que nos pays n'ont pas les experts assez aguerris pour faire face à des trucs juridiques qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées. Merci M. Diop, merci de l'invitation. Aussi Jules, bonjour. Je pense aussi bonjour aux auditeurs. C'est une question qui, effectivement, Gilles l'a dit, on n'est pas des techniciens peut-être de la pêche, mais c'est une question qu'il faut vraiment contextualiser dans l'ensemble des accords qu'on signe avec nos partenaires au développement. Il ne faut pas l'isoler des autres secteurs, c'est très important. Si on l'isole, on ignore énormément de parties qui sont importantes à prendre en compte dans l'ensemble de partenariats qui lie le Sénégal à ces pays-là, si on prend le cas particulier du Sénégal. Certainement, peut-être il est important aussi de ne pas s'isoler toujours. Isoler, ça nous rend faiblesse. L'Union européenne, c'est plus de 300 millions d'habitants. Le Sénégal, qui fait 16 millions d'habitants, a des ressources très limitées en expertise et en tous les domaines. Donc, pouvoir être devant ce partenaire qui a tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir négocier, avoir le parti pris de son côté. Donc, fondamentalement, on peut être lésé de ce côté-là. Et il faut souvent penser à élargir nos partenariats avec tout ce qui se fait dans le cadre sous-régional ou régional pour avoir plus de force à négocier avec les vis-à-vis qui est devant nous. Peut-être c'est encore une des grandes faiblesses de l'Afrique. On n'est pas parvenu à mutualiser nos efforts dans le cadre de nos partenariats qu'on fait avec l'extérieur. Même si on voit par exemple la Chine avec l'accord principal que la Chine a mis en place, qui parle de win-win, mais le plus souvent les États vont indépendamment négocier avec la Chine, mais on ne voit pas dans le cadre global. Alors que pourtant la Chine a mis un cadre où tous les pays africains peuvent dialoguer avec la Chine sur différents segments de la coopération, mais individuellement, on négocie des choses sans aller ensemble. Et ça nous rend faibles par rapport à ce partenaire. Si je reviens sur la question de la pêche, moi, je pense que Gilles l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si on prend le cadre de coopération entre l'Union européenne et le Sénégal, c'est assez large. Ces dernières années, peut-être beaucoup de Sénégalais ne savent pas, l'Union européenne intervient dans beaucoup de domaines. Par exemple, pour la sécurisation de l'état civil, on va faire une autre interprétation certainement que voilà, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est un des éléments de développement et de sécurité du pays. Quand tu sais tes ressortissants, c'est qui et ça se limite où. Et comment savoir qui est sénégalais, qui n'est pas sénégalais réellement. Donc la sécurisation de l'état civil, c'est un élément de sécurité d'abord avant toute chose. L'Union européenne a mis à peu près 17 milliards là-dessus. C'est important qu'il ne faut pas négliger.
pour ce qui est de l'ANIDA, par exemple, l'agriculture, l'appui à l'agriculture, l'Union européenne a mis dans son fonds fiduciaire aussi 13 millions d'euros, à peu près 20 milliards ces dernières années, pour pouvoir appuyer. Et tout ça, ça va dans le cadre aussi, en contrepartie, pour que les jeunes puissent rester et travailler au Sénégal. Dans d'autres domaines aussi, l'Union européenne intervient aussi. Il ne faut pas isoler le secteur de la pêche comme si c'était un secteur à part qui n'a rien à voir. Je pense que si on prenait chaque secteur individuellement, peut-être les douaniers ne vont pas avoir de cours de voiture pour aller juste faire. Pourtant, les douaniers contribuent énormément au budget de l'État, mais il arrive, les douaniers n'ont pas de voiture pour se déplacer sur le terrain. Si on isole les secteurs des impôts, ont souvent des difficultés pour trouver juste un stylo pour écrire. Pourtant, ils contribuent énormément pour le budget de l'État. Donc, le secteur de la pêche aussi entre dans ce cadre-là, qu'il faut intégrer dans l'ensemble global de l'économie du pays et voir tous les secteurs qui se mutualisent dans ce sens-là. Mais l'isoler, oui, mettre les liens directs parce que simplement d'autres bateaux étrangers viennent. Et c'est ça qui constitue la conséquence directe pour la pêche artisanale, surtout l'immigration clandestine. Je pense que c'est assez faible comme réflexion. Il faut aller au-delà. Je suis tout à fait d'accord qu'on doit encore approfondir. Un des problèmes principaux peut-être qu'il faut voir aussi, c'est qu'on ne fait pas de la rétrospective de l'ensemble de ce qu'on a fait, avec aussi bien dans les actions de développement qu'on mène dans nos pays que par rapport à nos partenaires. À un moment, il faut l'introspection de l'ensemble de nos accords, de nos actions. S'arrêter, évoluer. S'asseoir et dire que est-ce que ça nous a avancé? Depuis combien de temps on coopère avec l'Union européenne? Qu'est-ce que ça nous a amené en matière, en bien et en mal? Et qu'est-ce qu'on doit améliorer par rapport à ça? Et quelles leçons on doit apprendre pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent au contexte dans lequel nous vivons? Mais si on est toujours là, aller de l'avant, ce que disent les Québécois, c'est de pelleter la neige devant. Ça restera toujours là. Il faut à un moment prendre la neige et l'enlever. Sinon, tu auras toujours la neige ici. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Oui. Copa, qui est une structure de la pêche, a expliqué dans l'enquête de ce week-end que les thons n'appartiennent pas au Sénégal. C'est des poissons migrateurs qui arrivent dans un pays à un moment bien donné, on peut les pêcher, ils peuvent partir. Donc, ça n'appartient pas au Sénégal parce que de facto, les poissons bougent beaucoup. Ils migrent. Mais ils demandent, eux, pour régler ce problème de thoniers au Sénégal, que le Sénégal doit développer sa filière thonière locale. Avoir des douaniers qui vont chercher des poissons pour le Sénégal, les exploiter sur place, créer des emplois au lieu de laisser ça aux Européens. Oui, enfin, d'abord, oui, les ressources bougent, les ressources naturelles, en réalité, on oublie qu'elles ne nous appartiennent pas. D'ailleurs, elles appartiennent aussi aux futures générations. C'est vraiment la préservation de notre biodiversité et les poissons bougent. Par contre, ce sont des espaces qui sont délimités. Donc, c'est pendant qu'ils sont dans une zone particulière qu'ils appartiennent à l'espace du territoire sénégalais. Je crois que oui, il y a deux points qui me semblent être intéressants, ou ce que vous avez souligné, effectivement, c'est ce que je disais. La question, c'est le développement de tous les secteurs économiques qui peuvent notamment créer des emplois pour les jeunes. C'est ça l'enjeu pour un pays comme le Sénégal, pour tous les pays africains. L'enjeu principal aujourd'hui et qui va l'être encore davantage demain, c'est la création d'emplois pour les jeunes, parce qu'on a une croissance démographique qui est forte. Et ça veut dire que tous les secteurs économiques qui peuvent être pourvoyeurs d'emplois doivent être développés, y compris celui de la pêche. Mais ça, c'est pas le problème de l'Union européenne. Enfin, ça ne devrait pas être discuté dans le cadre de l'attribution de licences de pêche. C'est les pays africains le Sénégal qui doit développer. Oui, bien entendu. C'est dire tous les pays asiatiques, les pays latino-américains. Je crois que pour qu'on avance dans nos réflexions, il faut qu'on sorte toujours un peu du tête-à-tête entre l'Europe et l'Afrique, comme s'il n'y avait pas d'autres régions du monde où il y avait des pays pas nécessairement économiquement très forts, mais qui ont réussi à développer des secteurs importants et à s'imposer dans un certain nombre de secteurs. Surtout quand on a les faiblesses que nous avons, je crois qu'on ne peut pas s'attaquer à tous les secteurs en même temps. Il faut identifier ceux dans lesquels on a, disons, potentiellement des avantages comparatifs en économie et notamment ceux dans lesquels on peut employer beaucoup de personnes. Parce que ça, c'est un des avantages que nous avons, c'est que nous avons de la main-d'œuvre. Mais sur les thoniers, etc., à nouveau, ça ne se fait pas facilement. Ces bateaux, lorsque vous voyez, ils sont immenses, ils sont extrêmement sophistiqués, donc ça coûte extrêmement cher. On doit avoir de l'ambition, mais je crois que
avant de développer, d'avoir des tonniers, il y a toute une trajectoire déjà à faire de modernisation de ce qu'on fait déjà au niveau de la pêche artisanale. Et ça, rien ne nous empêche de le faire. C'est pour ça que lorsqu'on a des agences de développement de la pêche, etc., il faut qu'on pose des questions à un moment donné. Qu'est-ce qui a été fait sur la durée pour développer davantage ce secteur-là, pour qu'on emploie davantage de personnes et pour qu'on ait davantage de valeur ajoutée nationale. Mais le deuxième aspect, c'est la question régionale. C'est pour ça que j'ai commencé à dire que l'Union européenne, c'est un bloc et qui négocie donc avec un pays. Pour moi, en fait, c'est sur toutes les questions qui sont vraiment stratégiques, celles qui sont relatives à nos ressources, c'est bizarrement sur ces questions-là que nos organisations régionales sont très absentes. Pour moi, la CEDEAO, l'une de sa raisons d'être, ça devrait être ça, de faire en sorte que sur des négociations sur les mines, sur le pétrole, sur des ressources stratégiques qui sont dans la région, qu'on ait un bloc qui puisse défendre collectivement les intérêts de la région. Et évidemment, pour la pêche, c'est exactement la même chose. Si on veut développer même l'industrie de la pêche, on serait plus fort, on aurait plus de moyens si plusieurs pays de la région, ceux qui sont en tout cas côtiers, se mettaient ensemble pour avoir un programme régional de développement des pêches. Mais voilà, manifestement, on ne le fait pas. En tout cas, on ne le fait pas suffisamment. Mais il y a aussi beaucoup d'enjeux financiers dans ces accords où l'Union européenne débloque de l'argent. Mais le débat fondamental, est-ce que l'argent qui a été débloqué, où il va? Il est mis où? Dans quel secteur? Est-ce qu'effectivement, cet argent, dans le budget de l'État, on peut le retracer? Oui, bien sûr, sur ce plan, je pense que je vous ai parlé tantôt de l'état civil, je pense que c'est la réforme de l'état civil au Sénégal. Je pense que c'est un projet qui va démarrer très bientôt. On peut tracer. Est-ce que réellement tout l'argent qui a été débloqué va dans ce secteur? Là, je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est clair qu'il y a une grosse partie qui va dans les secteurs ciblés. Si je prends le domaine de l'agriculture, effectivement, il y a le fonds fiduciaire européen qui finance l'agriculture, notamment à travers l'agence ANIDA. Bien sûr, il y a une grosse partie qui va dans ce secteur. Ça, c'est clair. Les autres secteurs aussi, c'est comme ça. Mais est-ce que réellement, je pense que c'est une des faiblesses du gouvernement, c'est la communication par rapport à ça. Parce que même quand c'est sorti, c'est l'Union européenne qui a sorti ce communiqué pour mieux expliquer le problème. Ce n'est pas l'État du Sénégal qui est sorti pour mieux expliquer ses rapports avec ses partenaires. Et ça, peut-être, c'est ça que les gens ne comprennent pas et font l'amalgame dans tous les domaines. Souvent, la réflexion va dans le bon sens. Souvent aussi, ça va dans le sens où on veut vraiment mettre des éléments politiciens là-dedans. Mais en réalité, si le gouvernement prenait le temps de mieux expliquer ses rapports avec ses partenaires, peut-être ça aura une compréhension beaucoup plus claire. C'est peut-être ce que l'Union européenne a dit. Ce n'est pas totalement une perte que dire que c'est du gagnant-gagnant. Il y a non seulement pour renforcer le secteur de la pêche maritime et toute la formation l'accompagnement qui va aller avec, mais aussi il y a d'autres secteurs de coopération que l'Union européenne appuie et mettre tout ça sur la table. Par exemple, le Sénégal a signé, le président Macky Sall s'était engagé en 2016 dans l'initiative pour la transparence des pêches depuis le premier sommet de Nouakchott, la première conférence de Nouakchott en 2016. Mais à ce jour, le Sénégal n'est pas allé au bout de l'initiative. Ça allait rendre plus transparent. On sait le contrat, c'est comment? Comme l'initiative de la transparence des industries extractives, c'est la même chose. Quelle est la teneur du contrat? Tout le monde peut accéder et lire le contrat qui lie le Sénégal à l'Union européenne, le contenu et comment tout ça va. Et peut-être aussi, au-delà de tout ça, une certaine transparence dans la gestion des finances. Est-ce que ce n'est pas sur ces questions qu'on attend aujourd'hui le Parlement, les députés de l'Assemblée nationale, qui doivent expliquer aux Sénégalais, ils ont été élus par les Sénégalais, voilà des choses qui se passent pour clarifier. Je pense bien. C'est peut-être ce rôle de clarification peut-être qui reste, qui manque. Peut-être que c'est ça qui fait que les gens ont des interprétations douteuses de la chose. Mais s'il y a cette transparence, à mon avis, les gens comprendront mieux qu'est-ce qui nous lie. Est-ce que réellement on est perdant ou on est gagnant? Mais partir comme ça, parce que simplement on prend un secteur isolé, en isolant les autres composantes de la coopération, je pense qu'aussi c'est aller un peu dans un sens ne pas bien comprendre. Justement, certains ont parlé de cette pêche-là en disant que c'est le pillage des eaux sénégalaises qui font que les pêcheurs prennent les bateaux pour faire une immigration clandestine. Est-ce que c'est un argument valable? À nouveau, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite dans ce type d'association. On peut avoir une corrélation, c'est-à-dire que deux événements se passent en même temps, et il y a deux évolutions qui se passent en même temps, mais le fait que ces deux événements se passent en même temps ne nous donne pas d'indication sur un lien de causalité. Et donc, je crois
que l'explication qui est plus proche, c'est sans doute le fait que le secteur de la pêche ne se développe pas suffisamment et qu'au fil des ans, on ait de moins en moins de prises. Mais ça peut être lié aussi à des facteurs environnementaux. Il y a toute une série, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent influencer le fait qu'on ait de moins en moins, par exemple, de poissons qui soient pêchés par les pêcheurs sénégalais. Donc on ne peut pas établir à nouveau un lien immédiat. Alors, par rapport à la pêche, il faut quand même savoir aussi que non seulement il n'y a pas que les bateaux européens, il y a des bateaux chinois qui sont aussi qui opèrent aussi dans la zone ouest africaine. Et il y a de la pêche illégale qui est importante par des acteurs étrangers aussi. Il y a quand même eu des cas justement de bateaux chinois qui ont été arraisonnés. Et je crois que c'est important de lutter déjà contre la pêche illégale parce que là, il n'y a pas du tout de ressources finalement qui soient payées aux États. Et ça pose à nouveau la question qui me semble être essentielle. C'est celle de nos capacités. Parce que lorsque vous avez des ressources, il faut avoir la capacité de les sécuriser, de surveiller. Vous ne pouvez pas déléguer la surveillance de vos ressources même à vos partenaires qui ont des intérêts qui, à nouveau, ne sont pas toujours convergents. Donc, même si l'Union européenne, il y a cet accord, par exemple, il y a des dispositifs, comme que l'Union européenne l'indique, de surveillance, etc. Mais ce qui est important, c'est que l'État sénégalais aussi ait sa capacité indépendante de surveillance de ce qui se passe sur ses côtes. Et à nouveau, ce n'est pas simplement l'Union européenne, c'est aussi les bateaux chinois, c'est tout ce qui se passe en termes d'exploitation de ressources. Mais ça demande de la compétence, ça demande des ressources humaines, ça demande des bateaux, enfin, ça demande des moyens. Mais si on veut vraiment à nouveau sécuriser nos ressources, il faut absolument à un moment donné investir dans la formation de spécialistes du secteur et investir également dans les moyens qu'il faut. Mais il y a vraiment deux sujets. Il y a le sujet régional qui, je pense, qui est vraiment important parce que s'il n'y a pas de mobilisation citoyenne non plus, on va être tout le temps là, tout le temps à dénoncer des accords qui ne sont pas à notre avantage parce que on signe pays face à des blocs comme l'Union européenne ou face à la Chine, ce serait exactement la même question. Donc, je crois que ça aussi, c'est une question, c'est une responsabilité citoyenne maintenant de pousser à ce que nos organisations servent à quelque chose et qu'on se dise, dans le cadre de la CEDEAO, qu'est-ce qui existe en termes d'action, de programme pour développer la pêche au niveau régional, pour qu'on ait des stratégies nationales qui sont ancrées dans une stratégie régionale. Et le deuxième sujet au niveau national, c'est la redevabilité, c'est le débat public. Vous avez parlé du Parlement. Oui, ce qui se passe à l'Union européenne, c'est quand même que il n'y a pas simplement l'exécutif qui décide sur ce type de questions. Il y a toujours un débat, et là il y a un débat d'ailleurs au niveau plutôt parlementaire européen, dans nos États, c'est très rare quand même que sur ces sujets qui sont extrêmement importants, stratégiques pour notre économie et pour notre avenir, on entend très peu de débats publics, des débats parlementaires de qualité et de débats publics de manière plus large. Parce que je pense que dans nos pays et même ailleurs, aujourd'hui, on voit les limites simplement des parlements. Très honnêtement, je crois qu'il faut qu'on accepte maintenant qu'il nous faut aussi d'autres espaces citoyens qui permettent de débattre de ces sujets-là, avoir de l'information, de la qualité d'analyse et de pouvoir croiser, disons, des opinions. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps qui reçoit Gilles Yaby de Wati et Djibril Diop, expert en décentralisation. Djibril Diop, tantôt on a parlé du Parlement. Il y a une autre question cruciale. Il y a eu 480 morts avec l'immigration clandestine contre la migration clandestine. Pratiquement, les gens s'en offusquent, en parlent. Et l'État semble donner une réponse sécuritaire à cette question fondamentale. Est-ce que c'est un échec? Oui, peut-être quelque part on peut dire que c'est un échec, mais il faut reconnaître aussi que l'État a mis énormément d'actions, d'initiatives, énormément d'initiatives ces dernières années pour offrir de l'emploi aux jeunes. Énormément de secteurs ont été appuyés pour créer de l'emploi aux jeunes. Comme je disais tantôt, c'est important au moment de s'arrêter et de faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait en matière d'action pour aider les jeunes à trouver un emploi au Sénégal? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où sont les contraintes? Mais si on fait une fuite en avant, bien sûr, on ne fait pas cette analyse rétrospective de nos actions, de nos échecs, de nos contraintes, de nos possibilités, de nos capacités, comme Gilles le disait tantôt, on aura toujours ces problèmes-là qui vont se poser. Peut-être, certainement, ce n'est pas directement lié à la question de la pêche que nos partenaires puissent amener des bateaux pour pêcher ici.
peut-être pas simplement liées à des initiatives aussi qui sont prises dans d'autres domaines. Il faut réellement, fondamentalement, poser cette question-là dans sa profondeur pour voir quelles sont les actions qui ont été faites en faveur des jeunes dans ce pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je pense que c'est ça qui sera beaucoup plus que d'avoir des conclusions hâtives sur la question. Mais je voulais juste répondre sur certaines questions de Gilles. Sur le plan régional, le Parlement de la CEDEAO existe, mais on n'entend pas. On ne sait pas, aucune population de la CEDEAO ne sait même l'existence de ce Parlement ou des actions qui sont engagées au nom de cette population pour le bien-être de ces populations. On ne sait pas sur quoi ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font comme travail et qu'est-ce que réellement comme retombée ça apporte aux populations de cette organisation sous-régionale. Donc ça aussi, c'est une faiblesse au-delà des parlements nationaux, mais au niveau régional aussi, il y a une grande contrainte qui doit aller vers ça. Comme ce communiqué dont vous parlez, c'est la Commission européenne qui a fait, à partir du Parlement aussi, qui a discuté de cette question pour donner ce qui est convenu entre le Sénégal et l'Union européenne. Je pense que pour revenir juste à ta question, il ne faut pas uniquement lier au départ des jeunes à l'immigration clandestine directement à ces accords de pêche. Ce sera peut-être il y a quelque part un petit lien, mais ce ne sera pas le cas totalement. C'est la même chose si on prend l'agriculture. On prend l'agriculture, on fait le constat que les gens viennent totalement, ils n'ont rien en milieu rural, c'est pourquoi ils viennent s'agglutiner dans les centres-villes, dans les milieux urbains, et ils prennent finalement les bateaux pour aller coûte que coûte en Europe. Si on fait ce lien directement aussi, on risque de fausser l'analyse, puisqu'il y a énormément d'éléments qui entrent en ligne de compte, l'élément social, sociologique. Il faut tout ça mettre en ligne de compte, peut-être des éléments économiques aussi. Je pense que c'est assez facile, assez restreint de pouvoir analyser uniquement le lien qui peut-être c'est vrai, peut-être quelque part il y a ce lien-là, ça existe, mais peut-être c'est pas automatique aussi comme on voudrait le faire, on voulait le remarquer. Mais Julien, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de jeunes qui décident, malgré les dangers et tout, en sachant qu'il a rendez-vous peut-être avec la mort, de partir quand même? La question des migrations, elle est très complexe et elle est étudiée depuis très longtemps par des universitaires. Et d'abord, il faut commencer par dire que les migrations humaines font partie de la longue histoire de l'humanité. Partout dans le monde, à toutes les époques, il y a toujours eu beaucoup de migrations et il y en avait même peut-être plus qu'avant parce qu'il n'y avait pas encore des États-nations avec les frontières, etc. Donc l'humanité, c'est quand même une histoire de migration. Donc, on ne peut pas condamner la migration et le fait que les gens aient envie de bouger. Mais de braver autant de dangers. Oui, après, il y a les conditions de la migration et lorsqu'on migre aujourd'hui en ayant une probabilité peut-être de 20% de mourir, et en fait, même ceux qui ne connaissent pas ce funeste sort traversent des moments extrêmement difficiles qu'on ne peut même pas imaginer. Ce sont des situations où on ne peut jamais vraiment entièrement se mettre à la place des personnes qui sont dans ces bateaux et qui vivent parfois après des atrocités dans des pays comme la Libye, etc. Donc c'est clair que là, on n'est pas simplement dans la migration, on est dans quelque chose de peu plus difficile à expliquer. Mais je crois qu'il faut leur parler, parce que quand vous dites qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes, ces jeunes, notamment ici au Sénégal, il y en a quand même beaucoup, il y en a qui tentent, qui reviennent, etc. Donc il faut leur parler et il faut leur donner aussi la parole. Et sur cette question-là, on ne peut pas donner seulement la parole aux experts en migration, il faut aussi donner la parole à ceux qui migrent, parce qu'ils peuvent, eux, vous donner aussi les explications justement sur ce qui se passe dans leur tête. Et je crois qu'on sait ici au Sénégal que ce n'est pas seulement ce qui se passe dans leur tête qu'il faut considérer, c'est aussi ce qui se passe dans la tête de leur entourage et parfois de leur famille très proche. On le sait, il y a encore des témoignages de plus en plus nombreux sur ça. On sait que pour partir, il faut quand même réunir une certaine somme et que souvent c'est la famille qui réunit cette somme-là, parfois les parents directs qui le font. Ça veut dire que tout cet entourage est aussi conscient du risque qui va être pris, mais qu'il estime, après une sorte de calcul qui n'est pas explicite, mais en combinant le risque de ne pas y arriver, la probabilité d'y arriver et ensuite la probabilité de trouver des revenus, on fait une sorte de balance et on se dit,
ça vaut le coup malgré tout Mais de partir. justement, Jules, C'est ça qu'il faut interroger, oui, c'est ce calcul qu'il faut en interroger. parlant de revenus aujourd'hui, ça montre qu'il y a l'état de la pauvreté tel que les familles sont obligées de pousser les enfants à y aller parce qu'ils sont dans une pauvreté extraordinaire. Et ça, peut-être, c'est l'échec des gouvernants dans les politiques de développement des pays qui font qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus d'espoir. Oui, enfin, je crois que il est très clair que à nouveau l'échec de nos gouvernements sur la durée, parce que à nouveau sur ces questions-là, la pauvreté, elle ne se crée pas en 2-3 ans. On est dans une trajectoire de plusieurs décennies où clairement on n'a pas su aller au rythme notamment de la croissance de notre population. C'est ça la vraie question. L'appauvrissement, c'est aussi lorsque vous avez vous multipliez votre population par 2, si vous ne multipliez pas en même temps vos revenus, votre production au moins par 2, voire plus, évidemment, vous allez avoir une population qui s'appauvrit. Et comme on sait qu'il y a en plus des inégalités très fortes, il n'y a qu'un petit groupe qui va s'enrichir fortement et la majorité va s'appauvrir fortement. Donc, c'est clair qu'il y a un lien avec l'échec des politiques publiques dans nos États. Des politiques économiques, mais aussi des politiques éducatives, et tout un ensemble de facteurs. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut faire aussi attention aux liens qu'on fait systématiquement entre la pauvreté et la migration. À nouveau, c'est un sujet qui est étudié par les économistes depuis très longtemps. On sait que dans les déterminants pour partir, il y a des facteurs économiques qui vous poussent à partir. Ça peut être la pauvreté, vos propres conditions, mais il y a aussi des facteurs qui sont liés aux endroits de destination. Donc, si vous avez le sentiment, même si vous n'êtes pas très pauvre, mais que vous avez le sentiment qu'il y a un pays où vous allez avoir des opportunités 3 fois plus importantes, vous pouvez partir malgré tout, même si vous n'étiez pas du tout parmi les plus pauvres. Et d'ailleurs, ce qu'on montre, c'est que les plus pauvres dans les pays ne bougent pas. Que lorsque vous êtes très très pauvre, vous n'avez pas les moyens de bouger. Et vous n'avez même pas nécessairement l'information qu'il vous faut pour pouvoir bouger. Parce qu'il faut avoir de l'information. Parce qu'il y a cette migration régulière avec des Sénégalais qui partent au Canada s'installer, qui abandonnent leur boulot au Sénégal, qui vont s'installer au Canada, parce que peut-être qu'ils pensent qu'il y a plus de perspectives au Canada, que même du point de vue social, l'environnement, ils peuvent vivre mieux là-bas, la pression sociale ici, l'argent qu'on demande, l'argent qui est devenu aujourd'hui pratiquement le moteur des familles dans nos maisons. Où aujourd'hui, les jeunes, ils ont 45 ans, ils n'ont jamais travaillé, ils ne sont pas considérés dans les familles parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oui, ça c'est un mal. Je pense qu'on a eu à faire quelques études sur ce cas-là. Par exemple, récemment, on a fait avec l'appui du CRDI du Canada, on a fait une étude sur la violence des jeunes à Dakar. L'étude est terminée cette année. On est juste en phase finale de la production du rapport final qui montre effectivement ce cas de figure où les gens, c'est une tranche d'âge jusqu'à 35 ans, on s'est arrêté là, parce que c'est ça officiellement qui est considéré comme jeune. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur famille, n'ont aucune considération parce qu'ils n'ont rien dans la poche. Donc souvent, on sort de la maison le matin, on ne revient que quand tout le monde est couché. On n'a pas de considération. Celui qui contribue à la dépense quotidienne est plus considéré que celui qui ne le fait pas. On s'est rendu compte même dans ce cadre de la violence, et c'est ahurissant, par exemple, voir des filles qui se prostituent pour faire nourrir la famille. Toute la famille est au courant, maman, papa sont au courant que c'est elle qui donne la dépense, mais ça vient de la prostitution, mais il n'y a pas de problème. Elle vient le soir, très tôt le matin, elle se couche, elle laisse l'argent pour la dépense quotidienne quelque part, et on fait les courses, on fait son repas, après à 17h elle sort de la maison encore, elle revient encore le lendemain, très tôt le matin. Tout le monde est au courant, mais on laisse parce que ça c'est une violence que les familles exercent sur les gens, sur les jeunes. Sûr, c'est une forte violence qu'on exerce sur ces jeunes pour continuer à faire ça. Donc, il y a le désespoir quelque part qui pousse les gens à aller dans ce sens-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec Gilles aussi. Il ne faut pas lier totalement. Par exemple, si je reviens sur le domaine de la violence, entre guillemets, on dit totalement quand il y a violence, il y a chômage. Non, c'est pas vrai. Nous, on s'est rendu compte que les liens peuvent être établis, mais souvent, c'est pas totalement. Ce n'est pas systématique. C'est pas systématique. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est dans le chômage, sinon tous les jeunes Sénégalais sont dans la violence. C'est pas le cas. C'est une minorité d'une minorité qui est là-dedans. Pourtant, il y a beaucoup qui sont dans une situation de chômage. Donc, c'est important de voir l'analyse en profondeur. Il y a certainement la question du désespoir qui pousse les gens à partir. Coûte que coûte, mais il y a d'autres éléments, d'autres déterminants qu'il faut voir qui ne sont pas liés, je le disais tantôt, sur le plan social, sur le plan sociologique. C'est peut-être des explications qu'il faut trouver. Par exemple, au Canada, moi, je vois, ça fait 13 ans que je vis au Canada, ou 14 ans maintenant, je vois des Français qui viennent et qui se trouvent même dans des situations
d'irrégularité, mais qui ne veulent pas retourner en France. Et pourtant, tout Sénégalais qui va en France aujourd'hui est très content. Les Français qui viennent au Canada, qui ne veulent pas quitter. La loi canadienne dit que les Français, avec les accords qu'ils ont à la France, s'ils viennent pour 3 mois, ils n'ont pas de visa, ils n'ont rien, ils peuvent séjourner au Canada sans faute. Mais au-delà des 3 mois, il faut vraiment avoir un titre de séjour pour pouvoir rester. Mais des Français qui viennent, qui ne veulent pas partir. Donc, ce n'est pas une question simplement liée à nos latitudes. Aussi, ce n'est pas lié uniquement à la question de la pauvreté. Il y a d'autres déterminants qu'il faut voir là-dedans. Comme Gilles l'expliquait, peut-être le bien-être qu'on peut trouver au Canada, peut-être tout l'environnement qui est là, peut-être que c'est ça qui pousse ces Français. Ce n'est pas des Français noirs simplement, c'est des Français blancs qui ont toute leur histoire. Peut-être que les jeunes ou bien ceux qui partent n'arrivent plus à rêver dans leur propre pays. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de débouché, il n'y a rien de tout, l'horizon est bouché. C'est ça la question sociologique qu'il faut aller en profondeur, qui n'est pas liée simplement à une question de l'argent. Il y a d'autres déterminants qu'il faut, le rêve de se réaliser. Au-delà de tout, est-ce que ce pays me permet de me réaliser? Pas simplement d'avoir de l'argent, me réaliser d'autrement. Je peux avoir de l'argent, mais je peux avoir la capacité de me réaliser autrement. Je reviens juste à un point que je voulais dire tantôt par rapport à ce que Gilles a dit, nos capacités, développer nos capacités si on veut nos rapports avec nos partenaires. Par exemple, le Congo, pour l'exploitation du pétrole, il ne savait pas la quantité de pétrole qui était pris par Elf. Donc, on peut arriver... Congo-Brazzaville. Pascal Lissouba l'a dit dans une interview. Donc, ça, c'est un problème. Donc, lui, en tant que président, il ne savait pas, et d'autres qui étaient directement liés à la question du pétrole, ils ne savaient pas la quantité de pétrole. La même chose. Donc, la pêche, on le parle aujourd'hui. Demain, on va parler peut-être du pétrole aussi, parce qu'on aura des quantités qui vont sortir de ce pays. On n'est pas capable de déterminer. Et pourtant, l'exploitation de pétrole va tuer une partie du secteur de la pêche, toute la partie de Saint-Louis va mourir. Qu'est-ce qu'on va faire en contrepartie par rapport à ça? Est-ce qu'on n'a pas pensé que ça va créer encore d'autres situations plus complexes, des gens qui étaient liés directement à ce secteur, qui n'ont pas d'autres activités que ça? Mais Gilles, si les jeunes voient que les dirigeants, ceux qui gèrent le pays, ne sont pas dans des dispositions de les écouter, de donner de l'espoir, et qu'ils constatent que les ressources du pays sont pillées par une classe oligarchique, comprador, qui est là, est-ce que ça ne pousse pas les jeunes à dire, écoutez, puisqu'on ne peut rien contre ce qui est en train d'être fait, mais vous allez mourir ailleurs? Oui, non, c'est sûr qu'il y a Parce qu'ils ont déjà des cadavres chez eux. Il y a l'absence de perspective. À nouveau, lorsqu'on fait ce calcul-là et qu'on y va en étant conscient, et lorsqu'on parle la plupart aux migrants, ils sont tout à fait conscients du risque de mourir et ils y vont quand même. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a quand même là un facteur d'expulsion qui pousse les gens à partir, qui est quand même très fort. Et à partir de chez soi, ou a priori on est quand même mieux chez soi. C'est un peu ce que dit le dicton, mais ça veut dire qu'on a des problèmes, on a des difficultés à montrer un horizon aux jeunes d'épanouissement personnel. C'est lié à des facteurs politiques, de gouvernance. C'est clair qu'on le voit, le Sénégal n'est d'ailleurs pas le pire dans ce cas. Lorsqu'on regarde la situation dans la région en ce moment en Afrique de l'Ouest, c'est très clair qu'on voit bien qu'il y a des raisons, disons, de découragement des jeunes. Et d'ailleurs, une parenthèse, un pays comme la Côte d'Ivoire, pendant très longtemps, était un des pays où il y avait très peu de gens qui partaient parce qu'ils se sentaient bien. À l'époque du Fouet-Boigny, il y avait très peu de migrants. Ils allaient étudier, ils revenaient en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient bien payés, etc. Et évidemment, depuis la crise politique très longue que le pays a connue, les Ivoiriens font partie maintenant des migrants irréguliers les plus importants et ça continue. Et chaque fois qu'il y a une crise politique, évidemment, il y a à nouveau une sorte d'appel au départ parce qu'on n'y croit plus on ne croit plus à la possibilité d'épanouissement dans un pays. Mais je crois qu'au-delà des facteurs politiques aussi, il y a des facteurs sociaux. Lorsque je parle de l'impact de la famille tout à l'heure, et l'exemple que M. Diop a donné aussi est très, très parlant sur la pression. La pression qu'exercent les familles sur les jeunes et qui n'en ont pas envie, qui n'en ont plus envie. Je veux dire, on n'est plus... les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Il y a évidemment les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Ils voient des dynamiques ailleurs dans le monde de liberté. Ce n'est pas simplement la question économique et de l'argent. C'est aussi la question de la liberté. Les jeunes ont envie de souffler, ont envie de moins de pression familiale pour dire à tel âge il faut faire ceci, à tel âge il faut se marier. Enfin, si on parle des jeunes femmes au Sénégal par exemple, il y a énormément de pression aussi. Et tout ça en fait
tout ça, ça vous détruit la qualité de vie. Et en fait, tous les êtres humains ont envie d'avoir, disons, un certain bien-être. Et ça peut être parfois plus fort même que les facteurs économiques qui poussent les gens à partir. Ouais. Ça nous permet de parler de leaders africains qui viennent de mourir très récemment. Jerry Rawlings, qui a su, même s'il est venu voir par un coup d'État, par 2 fois, mais de transformer le Ghana, qui fait le Ghana est devenu un pays relativement attractif en Afrique de l'Ouest, qui fait qu'aujourd'hui, que ce pays est un exemple. Est-ce que c'est un modèle de leader en Afrique pour la jeunesse africaine? Je pense que oui. Trois coups d'État il a eu à faire, Jerry Rawlings. Je pense que c'était un modèle qu'il faut vraiment voir dans sa trajectoire et comment il a conduit le Ghana. Je pense que si le résultat que le Ghana connaît aujourd'hui, autant sur le plan politique que sur le plan économique, c'est les graines qui ont été semées par Rawlings. Ça, il faut le reconnaître. Malheureusement, peut-être on n'étudie pas beaucoup, peut-être aussi au moment où il quittait le pouvoir, tous les mouvements qu'on connaît aujourd'hui n'étaient pas encore nés, ou la facilité de communication, beaucoup connaissaient surtout Thomas Sankara qui était venu juste après que Rawlings dans ce qu'il a eu à faire alors qu'il était un des grands démocrates. Je pense que c'est fondamental qu'on ait des références, on ait des éléments qui nous font rêver, qui nous font voir comment on doit partir pour créer quelque chose. Si on n'a pas la capacité de rêver, même ne serait-ce que pour le travail, si tu n'as pas la capacité de rêver, tu ne peux pas réaliser quelque chose de grand. Donc ces éléments, je pense que ces modèles manquent encore. Rawlings, ça aurait été temps aujourd'hui, je suis certain qu'il allait marquer énormément de jeunes africains, qu'il allait prendre Rawlings comme exemple pour pouvoir construire, par exemple, tous les jeunes qui se battent dans les mouvements citoyens. On voit très rarement des gens qui citent Rawlings comme exemple. Plutôt, on cite Thomas Sankara. Pourtant, c'était le leader de Thomas Sankara dans ce qu'il a eu à faire. Jerry Rawlings, aujourd'hui, Gilles, on parlait de migrants justement. Les Ghanéens, il y a eu des moments où j'étais de grands migrants en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, pratiquement, vous rencontrez rarement des Ghanéens hors de leur pays. C'est le travail que Rawlings a eu à faire pour transformer son pays, le rendre attractif, que les gens reviennent et réinvestissent dans leur pays travailler. Oui, Jerry Rawlings, pour moi, c'est vraiment un personnage, un des personnages les plus importants de l'histoire africaine contemporaine. Comme vous savez, je suis béninois, on n'est pas directement frontalier du Ghana, mais il n'y a que le Togo entre le Ghana et le Bénin. Vous citez les migrants ghanéens. À l'époque, il y avait énormément de Ghanéens au Nigeria. Et à un moment donné, le Nigeria avait décidé d'expulser. D'ailleurs, je crois que c'était sous Buhari déjà à l'époque, première présidence, qui est l'actuel président du Nigeria. Ils avaient décidé d'expulser des milliers et des milliers de Ghanéens. Et donc, en fait, par la route, c'était des camions remplis de Ghanéens qui traversaient le Bénin pour retourner au Ghana. Et en fait, certains sont restés au Bénin. Et comme ils travaillaient beaucoup, notamment dans la réparation des chaussures, on les appelait les shoemakers. Et c'est resté au Bénin cette association entre ceux qui cirent les chaussures et les Ghanéens. Mais il n'y avait pas... on n'a jamais associé... de la malhonnêteté à ces acteurs-là, on associait le travail. Et ça, c'est une valeur qui a été ensuite cultivée par Jerry Rawlings. Je crois qu'il y a 2 éléments clés dans la trajectoire de Rawlings, c'est l'intégrité. C'est quelqu'un qui, tous ses coups d'État ont été motivés par le fait de dire on a des généraux corrompus qui sont en train de piller les ressources du pays. Voilà, moi j'interviens pour mettre fin à ça. Donc, et il a été constant dans cela pendant sa propre gouvernance et puis jusqu'à son décès. Tous les discours, tous les interviews de Rawlings, vous le sentez engagé réellement. Vous sentez cette sincérité lorsqu'il parle de la nécessité d'une culture de l'intégrité. Deuxièmement, le travail. C'était aussi quelqu'un qui, il était lieutenant d'aviation, mais très, très manuel, et c'est quelqu'un qui se mettait, qui travaillait avec les paysans, se mettait lui-même vraiment à la tâche pour donner l'exemple. Donc l'idée de l'exemplarité aussi des modèles, et en cela, évidemment, Sankara l'a rejoint dans cette volonté de simplicité, de montrer que tout le monde doit travailler. Et j'écoutais ces derniers jours, beaucoup de ses anciennes interviews, de ses vidéos à l'occasion de son décès. Et c'est vrai que vous aviez quelqu'un qui, à un moment donné, vous dit moi, j'étais pilote, j'ai survolé le Ghana et je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, il y a deux Ghana, toutes les populations rurales, c'est totalement un autre monde. Ils n'ont même pas d'eau, ce qu'ils boivent. Si vous voyez la qualité de l'eau qu'ils boivent, voilà.
Et il était révolté par ce degré d'inégalité-là, et ça le travaillait beaucoup, et ça a été, je pense, le fil de toute sa carrière politique au Ghana, c'était de faire en sorte que on ne se concentre pas simplement sur la capitale, sur les villes, mais qu'on essaye vraiment de faire avancer l'ensemble du pays. Et lorsqu'on l'écoute, enfin jusqu'à son décès, parce qu'il a toujours été actif, il y a quelques semaines encore, on le voyait encore sur la scène publique. Il y a très peu de dirigeants aujourd'hui dont vous écoutez un discours et vous l'écoutez jusqu'à la fin. Parce qu'en fond, vous avez beaucoup de généralités, beaucoup de banalités, mais vous n'avez pas de substance et vous n'avez pas d'engagement. Vous ne le sentez pas en tout cas. Et ça, si on revient aux jeunes, je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les jeunes ne croient pas en l'avenir. Enfin, si vous n'avez pas des gens qui vous font rêver simplement en parlant, en montrant ce que vous pouvez faire collectivement pour transformer votre pays, pour être beaucoup plus... Pour asseoir la dignité de votre pays, celle du continent, évidemment, il n'y a plus vraiment beaucoup de motivation. Il n'y a que la motivation individuelle. Alors qu'un leader doit donner une sorte de passion collective de changement. Et je crois qu'avec Rawlings, on avait cette capacité-là, tout de suite à capter l'attention par sa sincérité, par son parler vrai, et en même temps à engager tout le monde dans une trajectoire, disons, positive. Est-ce qu'au fond, le changement dans un pays dépend aussi de la détermination du leader, de sa capacité à transformer les gens, à les transcender? Je pense que oui, l'histoire nous a montré dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de cas, les leaders qui sont capables de mobiliser les énergies au niveau local conduisent vers un changement constant et un changement très solide. Ça, c'est très important, parce que le leader doit incarner beaucoup de choses qui vont se refléter dans les actions de la population derrière, sa manière de penser, sa manière de voir, de se projeter dans l'avenir. Donc si ces éléments manquent, bien sûr, ça peut avoir une incidence sur la conduite du bateau qu'il est capitaine. Donc je pense que pour ce qui est de Rawlings, il a vraiment pu... Le Ghana, par exemple, il y a quelques années, il n'y a même pas 3 ans, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de la... Ils n'ont pas besoin des FMI. Et que nous autres pays, on est toujours en train de courir derrière les FMI pour les politiques économiques qui n'ont jamais donné de résultats réellement qu'on a vu dans nos pays, mais on veut toujours courir derrière ces institutions pour pouvoir se développer. Je pense que fondamentalement, le leader a une incarnation, le leader a une vision. Si le leader incarne la vision et aussi est capable de regrouper les énergies, je pense que ça peut donner des résultats. L'histoire nous a montré effectivement ça. L'autre élément, peut-être qu'on doit mettre sur le compte de Rawlings aussi, je pense que pas simplement son pays. Et je pense que Rawlings a été un élément influenceur de ce que Thomas Sankara est devenu par la suite. Et d'autres leaders qui, à un moment, ont voulu vraiment aller dans ce sens-là. Malheureusement, je pense que l'Afrique, c'est ça qui nous manque. Ces grandes personnes de référence où on peut avoir une idée très, très claire en ayant confiance en nous-mêmes, en créant les éléments. On ne peut pas totalement rejeter ce qui nous vient de l'extérieur, mais prendre ce qui est de l'extérieur et les incarner par nous, notre leadership propre. Je pense que ça peut donner des résultats. Rawlings avait dit dans une vidéo qu'au Ghana, qu'ils vont arriver à mettre en place des institutions tellement fortes que même le diable ne pourra pas être tenté de les changer. Est-ce que justement la faiblesse de nos États, c'est pas ces institutions qui sont pas très fortes, même si ce sont les hommes forts qui doivent incarner les institutions fortes? Oui, non, c'est exactement la citation que j'avais en tête et vous m'avez devancé parce que je trouve que c'est l'une des plus fortes de Rawlings lorsqu'il était interrogé effectivement par une journaliste, je pense britannique ou américaine, je ne sais plus. Il répondait justement en disant, voilà, même si le diable venait à diriger le Ghana, on doit avoir des pratiques, des règles et donc au fond, ce qu'il voulait dire, c'est des institutions assez fortes pour qu'ils ne puissent pas faire quelque chose qui soit contraire à l'intérêt du peuple. Et au fond, ça veut dire que bien avant Obama, puisqu'on le cite chaque fois sur cette question d'institutions fortes versus hommes forts, Jerry Rawlings avait très bien compris. Mais il avait compris aussi qu'il fallait, à un moment clé de l'histoire, lui, il est intervenu par des coups d'État et au début, voilà, c'est un régime militaire, Rawlings, et puis enfin, il y a eu une phase de règlement, enfin, il y a des gens qui ont été exécutés. De discipline. Oui, tout à fait, des généraux qui ont été exécutés pour corruption et donc pour donner un peu un signal qui était extrêmement fort, qui est peut-être aujourd'hui, à l'époque actuelle, aurait été beaucoup plus difficile à accepter. Mais ensuite, il s'est dit, après, il y a un moment donné où il faut
créer un nouveau cadre institutionnel et politique, et c'est lui même qui a enclenché ensuite le processus de démocratisation au Ghana, et en se disant de toute façon moi je ne peux pas en tant qu'individu garantir que les intérêts du peuple soient sauvegardés. Ses successeurs se sont mis sur la ligne. Oui, parce qu'il a suffisamment, parce que le Ghana a su mettre à nouveau un cadre politique et institutionnel qui est beaucoup plus élaboré, plus fort que dans les pays francophones notamment. C'est aussi une question de tradition juridique. Lorsque vous voyez la constitution de Ghana, que moi j'aime bien regarder, vous avez toute une série d'institutions et de règles qui sont beaucoup plus précises et qui vous permettent, disons, d'avoir un équilibre des pouvoirs, ce qui est quand même un élément clé dans le fonctionnement démocratique. Et vous avez ensuite une culture démocratique qui, elle, s'installe effectivement au gré des comportements des leaders. On aurait pu avoir un coup fort qui est venu juste après, qui commence à détricoter ce que Rawlings a fait. On a beaucoup de pays, c'est aussi possible, mais on n'a pas eu ça. Et donc il y a quand même un peu un facteur, oui, qui dépend des personnalités, mais c'est au fil du temps finalement que chaque personnalité apporte une pierre qui vient consolider l'édifice institutionnel. Et pour moi, ce que je retiens de Rawlings, c'est vraiment ce message-là sur l'importance de construire des institutions. Et l'institution, c'est pas simplement le président. Ça, c'est très très important. Oui, je veux dire, son dauphin a été battu. Dès qu'il a terminé ses 2 mandats, son dauphin a été battu facilement. Le Ghana est un des rares pays aujourd'hui où des élections se passent, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'élection. On ne sent pas de tension, on ne sent rien du tout. Tout se passe comme si de rien n'était. C'est un pays normal. C'est un pays normal. Donc, pour vraiment construire aussi sur le plan économique, il faut qu'il y ait de la paix pour pouvoir avoir une perspective de pouvoir. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, après 10 ans de pertes, on est revenu encore à une situation où on va perdre énormément de temps pour pouvoir construire. On ne peut pas consolider le développement sur la base de tensions en permanence. À chaque élection, chaque 5 ans, il faut qu'on perde des années pour pouvoir construire quelque chose ou détruire tout ce qu'on a eu à mettre en place. Le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment Jules Yaby de Wati. Merci à Djibril Diop, expert en décentralisation. À la technique, Biran Sissi et micro Alassane Sabo Diop. Excellent dimanche à tous.